Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir Claude Fauquet pour l'épisode qui m'a probablement le plus marqué et fait réfléchir depuis le début de Secret d'entraîneur. Alors vous allez le voir, Claude est connu pour être un philosophe de l'entraînement et du sport de manière générale. Il a eu de gros postes à la Fédération de natation et au sein de l'INSEP. Il vous racontera tout ça au cours de l'épisode. Et moi, ce qui m'a plu énormément, c'est de remettre vraiment de la réflexion dans ce qu'on faisait au quotidien et dans notre mission quotidienne. Voilà, j'espère que l'épisode te plaira. Je fais assez court pour que tu puisses rapidement le découvrir. Et on se retrouve à la fin de l'épisode pour une petite annonce. Salut! Cette vidéo est parrainée par Laroc. Créé en 1989, Laroc est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. Laroc est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à Laroc d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de Laroc travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel Laroc est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de Laroc s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur laroc.com. Claude Fauquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Merci de m'accueillir. C'est sympa. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu? Je ne sais pas. C'est une belle question déjà, tu as vu? Il y a deux façons de répondre à la question, en fait. La première, qui est assez classique, c'est de partager son parcours. Mais en même temps, partager son parcours, ça ne dit pas qui on est. Et qui on est, en fait, c'est une recherche de tous les jours. Qui se termine jamais. Et plus ça va, plus je pense que apprendre à se connaître, c'est l'une des clés de beaucoup de choses. Et donc, quand je dis je ne sais pas, c'est parce que c'est le chemin qui compte, c'est pas l'idée qu'on se fait seulement de soi-même. Et c'est un vrai travail qu'il faut mener. Donc, il y a deux façons. On peut parler du parcours. Le parcours, c'est un enfant qui a deux frères, une sœur, un papa gendarme mobile, une maman secrétaire, qui se balade partout en France, puisque par définition, mobile, ça veut dire mouvement. Dans les casernes, où on lit des choses incroyables en termes de relations. Tout ça, ça aura beaucoup de sens dans ma façon d'approcher la vie, je veux le dire comme ça. Et puis, il y a un événement assez marquant dans mon histoire d'enfant. C'est qu'à 10 ans, mes parents estiment que je suis l'aîné de la famille et que c'est important de réussir ses études et que pour réussir ses études, il faut aller en pension. Et donc, à 10 ans, je pars en pension et je quitte mes deux frères et ma petite sœur. Et donc, je vais passer pratiquement une grande partie de mon enfance à vivre en pension. Parce qu'une fois je suis en pension, les autres sont à Abbeville, les autres sont à Paris. Enfin, et donc, il m'a manqué ce petit aspect de la vie de famille. Ça a été une rupture, mais en même temps, comme dans toutes les occasions de la vie, il y a des opportunités. Bon, voilà. Donc, ce moment était important. Ensuite, j'ai fait une scolarité dite normale, et qui pour moi ne l'était pas, parce que à l'époque, on passait le bac en première, et on repassait un bac en terminale. J'ai mis 4 ans pour faire les deux, parce que j'avais pas trouvé mon chemin, en fait. J'avais pas trouvé ce qui m'intéressait. Puis, sur ma deuxième terminale, quand j'ai eu mon bac, j'avais dans l'idée de faire du droit. Je sais pas pourquoi. Et puis, en sortant, il y a des copains qui me croisent, qui me disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je sais pas. » Et vous, on va passer le concours
pour rentrer à l'école de prof de PS, P0, qui vient avec nous, parce qu'il savait que je faisais du sport, j'adorais ça. Je joue au foot, j'ai joué beaucoup au foot. Au Racing Club de Calais, j'ai joué au foot. Bah ouais, ok, on y va. Donc j'ai passé P0, j'étais reçu. La grande majorité d'entre eux ne l'ont pas été. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire, parce qu'après, je les ai retrouvés, et ils étaient tous médecins. Et moi, j'étais prof de PS. Donc, je suis prof de PS. J'ai fait 4 ans d'études, une année P0 à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Et ensuite, on passait un examen qui s'appelait P1. C'était même un concours, c'était pas simple. Et j'ai été nommé ensuite au Club Zulgat pour préparer, que les judokas connaissent bien, le Club Zulgat, pour préparer le CAPEPS. Parce qu'à l'époque, le CAPEPS se faisait pas à l'université. Le CAPEPS se faisait dans les CREPS. Ce qui faisait qu'on était toujours en relation permanente entre ce que nous racontaient les profs et puis ce qu'on mettait en œuvre sur le terrain. Cette relation-là, elle était très, très intéressante. Donc voilà, me voilà prof. Alors, pendant ces années de prof, il y a mai 68, que vous ne connaissez pas. On connaît la légende. Vous connaissez la légende, mais moi, je l'ai vécu. Ouais. J'ai vécu, j'étais, on va le dire comme ça, un activiste... Il y a prescription, tu peux tout dire. J'allais à Paris. J'étais vraiment engagé complètement dans ce qu'on a appelé la révolution estudiantine. Donc, j'ai croisé Cohn-Bendit, Jesmar, Krivine. J'avais qu'un souci, c'est que sur le Boulmiche, où il y avait le boulevard Saint-Michel, où il y avait les pavés, de l'autre côté, il y avait les gendarmes mobiles. Je n'avais qu'une crainte, c'était de croiser quelqu'un que je connaissais bien. Mais bon, ça s'est bien passé. En tout cas, c'est une expérience qui a du sens dans mon parcours, quoi. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, on décide de faire éclater un petit peu toute cette culture de l'obéissance, cette culture des profs qui savent et des élèves qui savent pas, des tas de choses comme ça. On a vraiment fait exploser des choses. Alors, tout n'a pas été positif, hein. En tout cas, moi, qui étais un garçon timide, qui osait vraiment pas trop s'exprimer, je suis devenu un leader à cette occasion-là. Et donc, on organisait nous-mêmes les cours. On souhaitait plus que ce soit les profs qui organisent les cours. Et ça et c'est là que on a noué des amitiés qui durent toujours, puisque l'un de mes meilleurs amis s'appelle Yvon Léziard. Yvon Léziard, il était patron de l'UFR STAPS de Rennes. On se voit toujours, d'ailleurs. Et on a vraiment... il a fait une thèse de sociologie avec Dumasdier. Donc on voit que ces parcours-là nous ont aidés à dépasser une certaine vision de ce qu'était l'éducation, de ce qu'était la culture, on va le dire comme ça. Très marquant, mai 68. Donc je suis prof de PS. Et à l'époque, les profs de PS ne dépendaient pas de l'éducation nationale. Les profs de PS dépendaient du ministère Jeunesse et Sport. Et donc, on côtoyait les gens de l'éduc, et avec les CPC, les conseillers pédagogiques de circonscription et pédagogiques départementaux. Et il y avait vraiment là des échanges très, très intéressants. J'ai fait ça 1 an. Je suis parti faire mon service militaire à Toulon, où j'ai rencontré le rugby. Et là, c'est devenu une passion, vraiment. J'ai commencé au CREPS, en fait, au CREPS à Oulgat. J'ai commencé à découvrir ce sport. Parce qu'en fait, je suis footeux à la base. En termes de jeu, j'adorais jouer au foot.
Et quand je suis arrivé au Krebs, les cours sur le foot m'ont fatigué. Ça me plaisait pas du tout. Enfin, il y avait quelque chose qui me gênait, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était loin de ce que je percevais de la complexité de ce jeu et ce que les cours voulaient m'en dire. Et donc, j'ai abandonné. J'ai abandonné le foot pour prendre option judo. Et là j'ai rencontré un prof absolument incroyable qui s'appelle Brecciani et qui m'a ouvert les yeux sur une façon de concevoir l'apprentissage et le fait d'aimer la relation d'opposition avec deux termes qui m'ont marqué et que j'ai toujours en tête, les termes de dominant et de dominé. Il nous faisait observer des combats en disant essayez de dire qui est dominant, qui est dominé. Et c'est pas toujours celui qui est dominant qui gagne. Et rien que cette dialectique-là, elle m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qu'était le judo. Pas de natation, hein, encore jusque-là. Ah ouais. Pas du tout, d'ailleurs. La seule natation, c'était aller nager à 6h30 du matin à Deauville, parce que c'était obligatoire dans le cadre des études. Mais ça m'intéressait pas plus que ça. Donc ça, c'est... Voilà, je fais 1 an, je pars au service militaire, je rencontre le rugby. Je reviens, et j'ai un copain qui me dit, à Abbeville, qui est entraîneur de club de natation, et qui me dit, je vais partir, ça serait bien que tu t'en occupes un peu, parce qu'il n'y a personne. Je dis, bah oui, pourquoi pas, je vais faire ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce sport que j'ai pas pratiqué, ni au haut niveau, ni au bas niveau, ni au caniveau, comme dirait. Donc voilà, mais par contre, il y avait comme quelque chose de mystérieux de ce qui se passait dans ce milieu-là, qui m'a vraiment interrogé, qui m'a passionné. Et donc j'ai commencé à chercher, en fait. J'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais comment on prépare un nageur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la natation? Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu à tout ça. Et j'ai été vraiment marqué par le niveau de réflexion. Et j'ai commencé là déjà à m'ouvrir à d'autres champs. Et je me rappelle que le premier travail que j'ai fait, en termes de prépa physique, par exemple, ça va te parler, mais ça date. Hein, c'était, j'ai rencontré les collègues de l'aviron qui, à l'époque, parlaient de 3 types de résistance. Résistance vitesse, résistance intensité et résistance endurance, je crois, un truc comme ça. Et j'ai commencé à essayer de me dire, tiens, ça veut dire quoi? Comment? Bon. Donc, en fait, j'ai tâtonné, j'ai commencé à réfléchir. Puis, il y avait une piscine dans le lycée à Abbeville. Et il y avait un club de natation, et je me dis, c'est quand même dommage qu'on ne développe pas un vrai projet autour de la natation dans cette ville, quoi, parce que une piscine dans le lycée, ça n'existe pas beaucoup. Un bassin intérieur communal et un bassin de 50 extérieur. Moi, je me dis, dans une petite ville de 23 000 habitants à l'époque, je dis quand même... Et donc, je fais un courrier à la fédération en disant, voilà, je suis prof, je travaille sur le club de natation, voilà les outils dont on dispose et je trouve qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai une réponse du DTN de l'époque qui s'appelait Gérard Garoff et qui m'a dit écoute, c'est très intéressant tout ton projet, on voit bien dans les réflexions qui la tiennent et si tu le souhaites, il y a une section sport-études qui s'ouvre à Font-Romeu. Et ça serait bien que je te vois bien là-bas. Bon, j'en parle à mon épouse à l'époque, qui est infirmière.
Et on se dit non, c'est pas possible, quoi. Le moment n'était pas venu. Donc je réponds négativement, je continue à développer mon projet. Et puis la conseiller technique de l'époque part. Donc il n'y a plus de conseiller technique dans la région. Et du coup, le DTN me dit, Claude, est-ce que ça t'intéresse de devenir conseiller technique? Je ne sais pas ce que c'est, mon conseiller technique. Je dis oui. Oui. Donc je ne suis plus prof et je deviens conseiller technique régional de la natation. Alors ça, c'est en 74. J'ai fait ça pendant 20 ans quand même. Il ne faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que il y a vraiment dans le rapport à l'organisation d'une activité, le rapport à la réflexion sur cette activité, le rapport à la capacité à mobiliser des gens autour de soi pour développer un projet, etc., un cadre technique est en capacité de faire ça. Et donc je l'ai fait. Je me suis un peu frité avec les dirigeants de la Ligue. Bon, c'est étonnant. Ça m'intéressait pas du tout. Et donc je me suis dit, puisque vous voulez pas faire un certain nombre de choses, je vais développer mon projet à Abbeville. Et puis ceux qui veulent s'associeront avec moi. Et ça fonctionnait super. À tel point que on a tellement développé de choses, d'idées nouvelles, façon de concevoir les choses, avec mon maître, en l'occurrence, qui n'est plus de ce monde, mais qui est toujours dans mon cœur, qui s'appelait Raymond Cateau, prof de PS aussi, un grand penseur de l'activité natation, qui n'était pas reconnu dans son pays d'ailleurs, partout, mais pas en France, qui était vraiment maître à penser sur la discipline. Et donc on a développé des tas de choses en termes de formation. J'avais mis en place à Abbeville la première formation en contrôle continu de maître nageur sauveteur, parce que pour être maître nageur à l'époque, il fallait faire des épreuves physiques le matin, une petite séance d'apprentissage de natation l'après-midi, et tu étais maître nageur et tu avais de la responsabilité ensuite sur le bassin d'enseigner la natation à des gamins. J'ai dit, mais il y a un problème, quoi. Donc j'ai dit, on va faire une formation continue qui a été acceptée grâce au CFPC, c'est-à-dire la formation des personnels communaux, qui m'a financé le projet. Et donc on a formé non plus des maîtres nageurs, mais des éducateurs sportifs pendant une année. Ouais. Et donc ça a développé des choses absolument incroyables. Il y en a encore maintenant qui sont directeurs de piscine et tout, qui n'oublient pas ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'on a travaillé ensemble. Parce que ça aussi, je vais insister là-dessus. C'est-à-dire que quand on met en place des choses, on apprend autant des autres que ce que l'on veut mettre en place. Et si on est trop rigide sur la façon de faire les choses ne se font pas, ou elles sont pas bien ancrées dans la volonté collective de développer quelque chose qui a du sens. Donc voilà, c'est un moment important, 20 ans de sa vie. Et en 94, après les championnats du monde de Rome, qui sont un échec pour la natation française, le DTN de l'époque, qui s'appelle Jean-Paul Clémenceau, et à qui je dois tout, pratiquement, je vais le dire comme ça. Jean-Paul vient me voir et me dit, Claude, est-ce que tu veux bien prendre la direction de l'équipe de France de natation? Alors je le regarde et je dis, mais ça n'a pas de sens quand même. Je suis pas entraîneur de haut niveau, je suis pas athlète de haut niveau. Oui, je réfléchis un peu, je connais un petit peu tout ça, mais je vais me faire massacrer, quoi. Dire, bon, ça n'a pas loupé. Mais il me dit, écoute, moi je te suis depuis, je t'ai vu intervenir sur une conférence, il m'a dit, je crois que tu es l'homme de la situation.
Alors, quand quelqu'un te dit ça, quand tu sais la personne que c'est dans le milieu, etc., et que, ben, j'y vais, quoi. Un peu de manière inconsciente. Mais, et ça m'a marqué. Ça me marque encore. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit dans ton regard, dans tout ce que tu dis, quelque chose qui le met en confiance et qui le fait exister, d'un seul coup, ça génère une puissance de vie absolument incroyable. Et donc, j'ai dit oui. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Hein. Voilà, quelquefois, je me dis, si tu l'avais su, est-ce que tu l'aurais fait quand même? Je crois que oui, parce que l'histoire était tellement belle que... Mais ça n'a pas été simple, hein, quand même. Ça n'a pas été simple du tout. Donc voilà, les premiers titres des journaux, c'était les intellectuels au pouvoir de la natation française, des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'entraîner. Enfin bon, j'ai tout pris, quoi. Donc j'ai fait ça pendant 94, premier championnat d'Europe à Vienne en 95, jusqu'à 2001, où je suis devenu DTN de la fédération. Donc DTN de la fédération de 5 disciplines olympiques. Je crois que le libre n'y était pas encore à l'époque quand je suis nommé. Ça l'est devenu après. Donc un autre métier, en fait. Davantage un manager, quoi. Un manager d'équipe, un manager de projet. Celui qui fait la relation aussi avec tout le monde, des élus, enfin, etc. Un autre métier. Qui m'a beaucoup appris aussi, également. Et puis, donc, jusqu'en 2008, je décide en 2008 de mettre fin à mes fonctions. Parce que tout ça est un peu fatigant, un peu usant. Et voilà, je décide donc d'arrêter. Et à l'époque, Roselyne Bachelot et Bernard Laporte sont aux Jeux de Pékin. Et ils viennent me voir, et Bernard vient me voir en me disant « Écoute, Claude, moi j'aimerais bien que tu travailles un petit peu avec mon cabinet sur les sports olympiques. C'est pas forcément... Je trouve que tu apporterais beaucoup. Donc, pas rentrer dans le cabinet, mais de conseiller un petit peu du cabinet. Je fais ça. Et je rencontre des gens super. Et puis je commence à voir ce qu'est un peu le cœur du réacteur, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la relation entre un politique et une administration, comment une idée peut devenir réalité ou pas, comment une idée peut s'opposer à un texte qu'il faudrait réformer par la loi, enfin bon, etc. Mais une expérience très positive, très intéressante. À tel point qu'on a fait quand même des choses qui ont eu du sens par la suite, hein, puisque on a réformé l'INSEP, c'est-à-dire le statut de l'INSEP, ça date de cette époque. Et donc, c'est devenu donc un établissement public, hein, c'est-à-dire qui peut maintenant décerner des diplômes, etc. Ça a été un changement très, très important, qui lui a donné maintenant sa vraie dimension, encore plus au niveau international. Et comme j'avais travaillé sur ce dossier, Bernard me propose... Roselyne Bachelot me demande de venir dans son bureau et me demande ce que je veux faire. Je ne sais pas, moi. Je suis fonctionnaire, donc je suis disponible. Donc, ils m'ont fait 2 propositions. La première était d'être inspecteur général. Et la deuxième, être directeur de l'INSEP. Et j'ai refusé les 2. Alors, ça semblait un peu bizarre. J'ai dit non, moi, j'ai envie de continuer un petit peu à être proche de ce qu'est le haut niveau, enfin, etc. Et donc, j'ai été nommé directeur adjoint de l'INSEP, chargé à l'époque, j'étais directeur adjoint chargé de la DPS, la direction des politiques sportives. En gros, parce qu'on voulait plus l'appeler comme ça,
C'était la direction de la préparation olympique et paralympique. Donc j'ai fait ça jusqu'en 2012. Expérience passionnante. Et en 2012, on m'a dit gentiment, Monsieur Fauquet, c'était un couloir tout sombre, là-haut, au ministère de la Défense. Suivez le couloir, je suis arrivé dans un truc, un bureau. Oui, vous m'avez demandé de venir, pourquoi? Ben écoutez, ça serait bien que vous partiez en retraite. Maintenant, vous avez dépassé déjà suffisamment l'âge de... Je dis, bon, ben au revoir. Voilà comment s'est terminée ma carrière de fonctionnaire au service de mon pays. C'est comme ça que je le conçois, d'ailleurs. Et depuis ce temps-là, 2012, j'ai rapidement pris un statut d'auto-entrepreneur. Et puis, je réponds aux sollicitations de gens qui veulent bien partager avec moi un moment de réflexion, comme maintenant. Ouais, bon, c'est rapidement fait, hein, mais bon, on n'a pas non plus toute la nuit. Hein. Donc, pourquoi pas. C'est un parcours que j'adore parce que il reflète plusieurs choses. C'est que le travail d'une personne peut finalement influencer de grandes choses et qu'il faut accepter que ça prend du temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui, moi le premier. C'est d'oublier qu'il y a certains projets qui dépassent notre propre personne et que ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est lent. C'est un processus très lent. Là, tu emploies deux mots qui sont essentiels, le temps et le processus. C'est-à-dire que c'est le chemin qui compte. Hein, c'est-à-dire... alors que maintenant, on veut arriver très vite au résultat. C'est complètement antinomique. Dire... amener un athlète de haut niveau à devenir le meilleur dans sa discipline, si on le faisait aujourd'hui comme on le fait dans le foot, par exemple, il y a longtemps qu'on n'aurait pas fait 60 médailles aux Jeux Olympiques. Hein. Ouais. Donc, c'est une activité humaine. Bon, ça, c'est un autre sujet dont on pourrait parler, mais tout ça est en train de devenir quand même... comment je veux dire... Quel terme je vais employer? Problématique. Ouais. Ça m'interroge sur la façon dont on considère tout ça. Alors, je l'ai pas dit, mais j'ai aussi eu une expérience dans le foot professionnel. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer un garçon que je qualifie d'exceptionnel, qui étant dans le foot, qui a un doctorat en STAPS aussi, STAPS de Rennes, décide de regarder son milieu avec un œil critique et décide donc de s'ouvrir dans sa réflexion à d'autres choses. Et il fait quoi? Il va regarder les gens qui ont réussi un petit peu. Il se dit, tiens, lui, il y a quelqu'un qui le connaît... qui pourrait l'appeler, et le DG de l'époque, sa fille fait de la natation, et il se débrouille, il finit par m'appeler. Et donc je descends à Lorient, puisque de Lorient dont il s'agit. On déjeune, et ça a duré 8 ans. Voilà, c'est une expérience humaine magnifique, une expérience professionnelle qui s'est terminée par un licenciement, mais on va dire que c'est assez commun. Ouais, j'allais dire, c'est courant dans le foot pro. Donc, mais c'est... Enfin, cette expérience que j'ai vécue avec Régis et avec certains membres de son staff, et puis la volonté qu'on avait de faire de ce club un club qui compte dans le foot français, c'est aussi un beau sujet, ça, sur lequel un jour, peut-être, j'aurai l'occasion de m'exprimer. Peut-être aujourd'hui, si tu veux. Ouais, ça va être long. Ça va être... Alors, t'es au bon endroit. Et comment est-ce que tu expliques, par ton expérience, justement ce changement de... Je vais pas parler de vision, mais de processus avec les athlètes de haut niveau et la performance de haut niveau? Alors, il y a... moi, je pense que... Et c'est quelque chose que j'essaie de partager avec tous les gens que je rencontre. C'est
c'est est-ce que vous êtes en capacité d'interroger ce que vous faites? Dire qu'est-ce que ça génère comme question que vous êtes en train de faire? Quel regard vous portez dessus? Comment vous cultivez à d'autres? Et ce questionnement-là, pour moi, il est fondamental. Et donc, je suis toujours questionné. Dire, tu fais ça, ça existe. Pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on n'irait pas rencontrer telle ou telle personne? Et puis donc, pour des raisons assez pragmatiques, un jour, je suis directeur de l'équipe de France de natation et je décide d'aller voir la préparation de l'équipe de France junior pour voir un petit peu comment ça se passe et toujours m'interroger un petit peu, me questionner. Et là, je vois un gars avec un chariot qui pousse un chariot sur le bord du bassin et qui fait en fait des prélèvements, les machins et tout. Et ce garçon s'appelle François Bigrel. Et je lui demande ce qu'il fait. Et je lui dis, mais pour moi, ça sert à rien ce que tu fais là. Donc on va arrêter tout ça. Donc le labo, il était dans le labo de Bordeaux, en termes de physio et de réflexion sur le physio et tout. Et je dis à François, on a autre chose à faire avant que de mesurer le taux d'oxygène, de machin et tout ça. Et ça l'a intéressé. Il s'est dit, tiens, il prend une décision, il veut qu'on en parle, etc. Et c'est devenu mon ami. Donc François, on a eu une expérience ensemble fantastique, hein, jusqu'à il y a encore quelques années, quoi. Et donc c'était un petit peu celui que j'interrogeais sur mes questionnements. Et c'est là qu'est intervenue pratiquement la philosophie dans notre réflexion. De manière très forte, parce que finalement, la science ne nous donne jamais de réponse à ce qu'est un être humain. La science est matérialiste. C'est-à-dire que la science dit, elle démontre, et si elle démontre que quelque chose est vrai, ça devient vrai. Ok, donc ça c'est la science, c'est son boulot, elle sert à ça. Elle fait avancer beaucoup de choses de ce point de vue. Mais ça ne rend pas compte de la complexité de ce qu'est le désir d'un garçon ou d'une jeune fille, d'un jeune garçon, d'une jeune fille, d'un seul coup de devenir les meilleurs. Et cette question, d'ailleurs, j'ai jamais résolue. Elle m'habite toujours. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui naît en soi d'un seul coup? Par exemple, ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'amène, par des chemins, etc., à questionner des choses et à utiliser des moyens pour essayer de mettre en œuvre quelque chose qui te préoccupe et qui est ton désir profond de comprendre les choses. Et donc moi, et avec François, notre questionnement principal, c'est la performance. Et on se rend compte que tout le monde parle de performance, mais que personne ne la définit. Jamais. Et que, encore maintenant, on parle des moyens de développer la performance sans dire ce que c'est. Et je trouve ça incroyable, quoi. Et donc, c'est un concept que tout le monde utilise et que personne ne définit. Donc, c'est notre... on a passé toutes nos années à ça, à essayer de comprendre ce que c'était, quoi. Et alors, est-ce que tu as trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? On n'a pas trouvé. Est-ce que vous avez une piste? On a essayé de dire un petit peu ce qu'elle est, la manière dont elle est considérée aujourd'hui, encore à 98%, on va le dire comme ça, autour des univers de la performance. Alors pour ça, je fais référence à ceux qui veulent un petit peu connaître un petit peu tout ça, de lire le petit bouquin de François Bigrel sur les 3 univers de la performance.
ils comprendront un petit peu quelle a été notre démarche de réflexion pour essayer de comprendre, de se sortir, le talent est inné. Premier univers, je vais faire court, hein, mais le talent est inné, premier univers. Qu'est-ce qu'on s'embête? Il faut donc juste trouver les talents. Et si on trouve les talents, ça se fera tout seul. On aura les performances. C'est génétique, c'est inné, enfin tout ce qu'on peut entendre encore maintenant. Il n'y a pas un moment où tu n'entends pas un commentaire télé, on dit il est né champion. Bon, bah, ok. Ça pourrait conduire à des activités pas claires, quoi, en termes de génisme ou des choses comme ça. Bon. Comme ça se fait en Chine. Peut-être. Deuxième univers, alors celui-là, c'est le plus prégnant. Hein. C'est en fait, l'entraîneur sait, l'athlète fait. Voilà, ça c'est comme ça. Moi je sais, toi tu fais. Il y a des nuances, mais il n'empêche que la conception globale, c'est que l'athlète est un exécutant. C'est-à-dire, il met en œuvre ce que d'autres savent, qu'il s'approprie plus ou moins, et à condition qu'il s'approprie tout ça, il deviendra performant. Alors, il faudra aller plus loin dans les conceptions philosophiques qui sous-tendent tout ça, mais bon, qui ont à voir aussi avec une dissociation de ce qu'est le corps et l'esprit, enfin plein de choses comme ça. Je ne peux pas développer ça complètement là. Et le troisième univers, c'est l'idée de se dire que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un athlète performant? Qu'est-ce qu'il est en capacité de mettre en œuvre? On va réfléchir autour de deux choses importantes. La première, c'est à chaque fois qu'on rentre dans une activité, cette activité, on la définit par ce qu'on appelle une intention large. Cette intention large, c'est au golf, faire les 18 trous au moins de coups possible, au foot, marquer un but plus que l'autre. Ça, c'est l'intention large qui définit l'activité. La deuxième élément qui la définit, c'est la règle. C'est-à-dire que on peut pas à un moment donné faire n'importe quoi, utiliser n'importe quoi pour régler le problème qui est devant nous. Ça, c'est la règle, la réglementation. Un terrain de foot fait telle dimension, il est séparé. Donc, et en fait, la conjonction de ces deux éléments, une intention et une règle, crée ce qu'on appelle un système complexe où l'ensemble des possibilités d'agir dans cette organisation complexe devient quelque chose d'essentiel et qui s'appelle la performance. Et en gros, la performance, c'est cette capacité à décider en action de quelque chose qui va être en capacité de résoudre le problème qui est devant soi, soit individuellement, soit collectivement. Alors, on voit bien que le mot fondamental utilisé, c'est la complexité. C'est d'une complexité sans nom. Et vouloir résoudre ça de manière simpliste, comme ça l'est le plus souvent, on va faire simple pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors que ce qui me semble essentiel à développer, c'est l'intelligence en situation. C'est-à-dire développer la capacité à résoudre les problèmes, et les situations d'entraînement devraient développer cette compétence et cette capacité. Et on n'arrive pas à faire passer cette idée. Alors, d'où mes remarques quelquefois acerbes sur ce que sont les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, etc. Moi, j'incrimine pas les individus. J'incrimine le fait qu'à un moment donné, quand on est préparateur physique,
ou qu'on se dit préparateur mental, qu'est-ce qu'on a derrière la tête en termes de conception de la personne qui est devant nous? Est-ce que ça, si ça c'est prégnant, si ça c'est là, à ce moment-là, il y aura une cohérence. Ouais. Et on va parler peut-être à ce moment-là de préparation physique intégrée, c'est-à-dire qu'est-ce que le jeu nous dit, enfin, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là non plus dans des détails techniques. Vient ensuite, maintenant, la préparation mentale. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi? Qu'est-ce que c'est que le mental? Alors, le mental, ça existe. On sait ce que c'est qu'un cerveau. On sait ce que c'est que... Mais on sait aussi ce que c'est que la complexité d'un cerveau. Et quand j'interrogeais des préparateurs mentaux, ils me parlaient jamais de mental. Ils me parlaient toujours de confiance en soi. Ils me parlaient toujours de régulation du stress. Ils me parlaient toujours de régulation des émotions. Enfin, tout ça, ça me surprenait toujours. Mais où est le mental dans cette histoire? Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, faute d'avoir une vraie conception philosophique de ce qu'est un être humain, en action et en activité, eh bien, chacun développait un petit peu son activité sans avoir ce système de référence qui permettait de donner du sens à ce qu'il mettait en œuvre. Et donc ça m'habite tout le temps, quoi. C'est-à-dire que demain, j'ai rendez-vous, par exemple, dans un déjeuner avec un débat avec plusieurs collègues, dont un philosophe qui s'appelle Jean-Michel Besnier, qui a écrit un livre « Trop vite, trop haut, trop fort », et où vraiment il exprime l'idée que, en gros, le sport de compétition de haut niveau aide à ce qu'on va appeler le post-humain, c'est-à-dire, en fait, quand on veut devenir toujours performant, petit à petit, l'être humain sort de lui-même et il va avoir accès, par sa volonté de devenir toujours meilleur, à des technologies qui vont le faire devenir moins humain. C'est pas faux, a priori. Mais en même temps, ça mérite qu'on en discute. Parce que la façon dont moi je considère tout ça, c'est pas ça. Puisque si je développe l'intelligence, je suis à l'inverse de cette volonté de sortir de soi-même. Je développe au contraire l'idée que devenir de plus en plus humain crée les conditions de devenir de plus en plus performant. Et on l'a démontré. Ce ne sont pas des mots. Hein. Voilà. Clairement. Enfin, c'est les athlètes qui l'ont démontré surtout. Donc ça me passionne. Et je réfléchis toujours à ça. Cette notion de désir, d'où vient ce désir? Et sur les premières choses que j'interroge, ça te vient d'où tout ça? Tu peux m'expliquer comment tu as rencontré ci, comment tu as rencontré ça? Ta famille, ton environnement, tes maîtres, les gens qui t'ont marqué, comment? En fait, on se rend compte que tous ces athlètes que j'ai eu la chance de côtoyer n'ont pas des routes rectilignes. Ce ne sont que des événements, des rencontres. Un qui est devenu champion du monde et dont les premiers pas à la natation étaient de se cacher sous l'eau à l'échelle, pendant que les autres, parce qu'il avait peur. Et on pourrait multiplier à l'infini. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut s'approprier ce qui est en train de se jouer, quoi. Et c'est ce désir de s'approprier quelque chose, moi, qui me passionne. C'est-à-dire qui continue à me passionner. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Ouais. Mais c'est très intéressant. Effectivement, comment est-ce que certains sportifs, qu'ils soient de très haut niveau ou pas, hein, mais comment ils sont arrivés à cette passion du sport? Moi, je crois beaucoup à l'idée de rencontre. Ouais, parce que j'allais te dire, c'est du parcours qu'on a et des discussions que j'ai avec les différents entraîneurs, tous me disent, à un moment donné,
dans ma vie de jeune adulte ou d'enfant. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a transmis cette passion-là. Et il faut en même temps avoir le terrain pour l'accueillir. C'est pour ça que ça peut être très divers, hein, quelquefois. Mais en tout cas, il faut qu'il rencontre. Et plus je suis convaincu, plus ça va, plus je suis convaincu que la première rencontre, c'est la rencontre avec soi-même. D'où la première question, qui tu es ? Ben, je sais pas. Elle est là, pas innocemment. Il y a du boulot. Je continue. Donc moi, je préfère que, pour revenir un petit peu à notre discussion préalable, je préfère les psychologues aux préparateurs mentaux. Le psychologue aborde la personne dans sa complexité, dans sa globalité. Il n'en fait pas seulement un être mental. Oui, qui répond à des stimuli. Voilà. Bon. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il me semble que si on aborde cette idée que le jeu auquel on est confronté est de résoudre des problèmes et qu'on éprouve de la joie à les résoudre, on a fait un pas extraordinaire en avant. Bien sûr. On va faire le chemin en permanence de compréhension, d'essayer de trouver les solutions qui nous permettent d'avancer, toujours d'avancer, d'essayer d'être le plus intelligent possible, plus que les autres peut-être, en fait, etc. D'où l'importance de la pédagogie à tout niveau. Ben oui, d'où l'importance de ce que j'appelle les mises en situation. La technique n'est qu'un moyen de mettre en œuvre une intention. C'est-à-dire que je peux un exemple, un jour, on regardait avec les entraîneurs en natation, parce que j'aimais bien montrer un petit peu ce qui se faisait au haut niveau, etc. Et on voit Janet Evans, qui a eu le record du monde du 400 livres pendant 12 ans avant que Laure Manodou le batte. Et cette jeune femme, quand on la regardait nager, par rapport à un idéal technique que certains auraient dans la tête, c'était n'importe quoi. Bon. Et donc je leur disais, vous voyez, elle nage 4,2 ou 400 quand même. Ça vous interroge pas, ça ? Et il y en a un qui m'a sorti cette idée extraordinaire en disant, ouais, mais Claude, t'imagines le jour où elle nage bien, les temps qu'elle va faire. Voilà, là, tout est posé là. C'est-à-dire cette idée qu'il existe quelque part en arrière-plan une perfection qu'il suffirait d'atteindre pour être le meilleur. Or, cette perfection, c'est pas ce qu'elle est. On est incapable de la définir. Et donc, elle se débrouillait, elle, de la meilleure des façons possibles dans sa relation avec l'eau pour nager plus vite que les autres et plus longtemps que les autres. C'est ça la vérité de l'histoire. Et dès l'instant où on pose cette idée d'espoir, quoi, en fait, de devenir un jour, d'atteindre la perfection, je crois que ça crée les conditions aujourd'hui des problématiques qui sont posées de santé mentale des athlètes, parce qu'ils ne sont pas acteurs de leur propre destinée. Ils subissent un certain nombre de choses qui fait que quand ça s'arrête, quand ils sont plus en capacité d'y faire face, eh ben, ils n'ont pas construit ce qu'ils sont, eux. Et le vide est immense. Et ça met en place des catastrophes incroyables. Ouais. Alors, évidemment, on pourrait s'interroger, mais en disant, mais alors l'entraîneur sert à quoi ? Mais justement, l'entraîneur sert à être le dépositaire de toute la culture du sport en question. Il n'est pas question de refaire découvrir à chacun toute l'histoire du judo ou toute l'histoire de la natation. Mais il n'empêche que dans la problématique posée par une situation d'entraînement, quand à un moment donné, il y a des choses des interrogations qui se posent, l'entraîneur est là. Ouais. Pour guider. Pour dire, tiens, et si on essayait ça, et si tu essayais ça, et qu'est-ce que t'en penses ?
Il doit être là comme un conseiller, un guide, entre guillemets, même si j'aime un peu moins ce terme, plutôt que comme un sachant qui exprime son savoir. Voilà, il sait de toute façon. Un entraîneur qui ne sait pas, il y a un problème. Il y a un problème, bon. Effectivement. Que sait-il? Il doit connaître l'histoire de son activité. Il doit interroger ce qui se joue dans son activité. Il doit être au courant de ce qui se passe dans les autres. Il doit se cultiver. Donc, il sait des choses. La question, c'est... Comment transmettre? Et lui ou elle, là, ou l'équipe, là, comment deviennent-ils ou deviennent-elles des auteurs de leur propre histoire? C'est ça la question qui va se poser, qui est fondamentale. Et là, moi, je préfère le mot accompagnateur. Ouais. On est là pour accompagner des histoires. On est là parce qu'on est cultivé, on a beaucoup travaillé. On est là parce que on est en capacité d'avoir une conception. Et que cette conception, on essaie de la faire partager. C'est pas toujours simple. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé sur la performance tout à l'heure, mais moi qui me surprend tout le temps, on a entendu parler pendant des années des facteurs de la performance. Comme si, en gros, on mettait 2 œufs, un peu de farine, un peu de beurre, etc., et qu'on fasse quelque chose en cuisine, et qu'à la fin, on a le plat, quoique c'est pas aussi simple que ça, d'ailleurs. Ouais. Et... si je peux avoir les recettes de Bocuse... Ouais. Et pas Bocuse. C'est pas terrible, ouais. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est bien plus fondamental que ça. Et donc, c'est pas des facteurs dont il est question. D'abord, la performance n'est jamais la même. Elle est pas reproductible. À chaque fois qu'on va rencontrer une équipe, un adversaire, on va être dans l'obligation d'inventer la réponse qu'ils vont nous poser. Et plus tu es cultivé de l'activité, plus cette réponse va être adaptée. Mais si tu poses pas la question que ce qui va se passer est imprévisible, c'est imprévisible. Tu peux essayer de cadrer 2-3 trucs, parce que t'as quand même un certain nombre de choses. Mais il y aura toujours un événement que tu n'avais pas prévu et qui peut faire basculer le truc. Ouais. Et donc, plutôt que de préparer au prévisible, comme 90% des gens disant ça va se passer comme ça va se passer comme ça, écoute-moi, tu vas voir comment ça va se passer. Si on se préparait à l'imprévisible, alors ça paraît débile de se dire, puisque c'est imprévisible, on ne peut pas s'y préparer. Si, justement. On peut se préparer à accepter que quelque chose advienne qui fait que notre culture de l'activité va permettre de le résoudre. Donc ça va arriver. Et il faut s'y préparer, il faut être ouvert à ça. L'incertitude, l'imprévisibilité sont 2 notions sur lesquelles on devrait travailler en permanence. Ouais, c'est travailler plus sur l'incertitude que sur l'imprévu, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, quand t'as fait du sport, hein, un peu. Bon, plus que moi d'ailleurs, sans doute. Et tu te rends compte que il va toujours arriver un truc. Effectivement. Où il va falloir que tu inventes un truc. Ouais. C'est obligé. Et que si tu n'es que dans la répétition de quelque chose qu'on t'a enseigné, à un moment, tu vas être bloqué. Et je fais quoi? Il est trop tard. Tant que tu dis je fais quoi, c'est déjà terminé. Bon. Donc, c'est fini. Et je trouve qu'on a d'énormes progrès à faire dans cette capacité de compréhension de ce qui se joue à ce moment-là dans la performance. Mais on n'est pas rendu. Hein. En fait, si je comprends bien, c'est plutôt que de donner une poésie à réciter à tes sportifs, l'objectif, c'est d'augmenter la culture, leur possibilité, leur capacité de répondre à des situations données, ou en tout cas des situations types, parce que forcément, il y a cette notion d'imprévu, et de dire, maintenant que tu as toutes les cartes dans tes mains, à toi de choisir comment tu veux jouer ces cartes-là. C'est un petit peu ça le principe? Non. Ah, j'ai mal compris alors. Toutes les cartes dans les mains ne suffiront jamais
Tu peux choisir. Oui, on est d'accord. Tu peux choisir la bonne carte. En fonction de la situation. Elle te donnera jamais la réponse vraie. Ouais, je comprends là. Donc c'est pour ça, je crois que le mot d'invention est fondamental. On est en permanence dans... Alors, il ne s'agit pas d'inventer la bombe atomique, hein, on n'est pas sur des... Mais des petites choses qui vont faire que ce que tu fais là, dans ce moment-là, c'est toi. Ok, je comprends. Et ce qu'on appelle la patte artistique, finalement. Oui, ma définition de l'athlète du très haut niveau, elle est assez simple. Hein. C'est quand il y a adéquation entre ce que je suis et ce que je fais. Et tous ceux que j'ai rencontrés, eh bien, c'est ça. C'est bien toi qui as fait ça. C'est pas l'expression de machin que tu as essayé de reproduire. Ouais. Et cette adéquation entre ce que je suis, ce que je fais, pour moi, c'est fondamental. Alors, tu imagines hein, ce que ça veut dire, ce que je suis. Et si on passe son temps à mettre en l'air ce qu'ils sont, parce que indiscipliné, parce que vouloir jamais faire comme les autres, etc., ben on tue un Mozart toutes les 5 minutes. C'est pas ma formule à moi, mais... Ouais. D'où l'importance que l'entraîneur, finalement, s'adapte à l'athlète et ne lui impose pas sa vision. C'est un peu ça. Il faut qu'il... Je suis même pas sûr qu'il faille qu'il s'adapte. Parce que, encore une fois, il va s'adapter à quoi? C'est-à-dire que il faut qu'il construise dans ce processus ce qu'est cet être en devenir. Ouais. Former un bon humain. Voilà, c'est en ça que la philosophie est utile. Gilles Deleuze parle de devenir, ça a du sens quand on parle de devenir. Juste une anecdote pour égayer le propos. Moi, je me baladais toujours avec un bouquin de philosophie dans les stages équipe de France, enfin, etc. J'avais toujours un petit truc. Et je me rappelle un jour, j'avais mis au village olympique, dans notre bâtiment, sur les chambres des coachs, j'avais mis un poème d'Éluard. Bon, il y a un mec qui m'a dit, mais tu crois qu'il va nous faire gagner, lui? Tu vois? Bon. Pour te dire le chemin, quoi. C'est-à-dire que Éluard n'est pas là pour nous faire gagner. Il est là pour te donner une idée de ce que peut être le monde. Le monde dans lequel tu dois t'exprimer. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, d'ailleurs. On parlait de l'entraîneur qui doit s'adapter ou pas. Oui, voilà. Moi, je crois qu'il doit... Ah oui, et Deleuze. Ouais. Donc, je me balade avec mon petit bouquin et j'ai une question récurrente qui est là en permanence, sur laquelle je m'interroge. C'est cette fameuse notion de la relation entre entraîneur et entraîné. J'arrive pas à la sortir de cette espèce de schéma préétabli, de l'autorité t'obéit, en fait, etc. Et ça me gêne, ça me met mal à l'aise. Et j'ai un petit bouquin de Gilles Deleuze, c'est un petit bouquin qui s'appelle Dialogue. Dialogue entre Gilles Deleuze et Claire Parnet, une de ses étudiantes. Enfin bon. Passons sur l'histoire. Et à un moment donné, il parle de devenir, et l'exemple qu'il cite, c'est le suivant. Il dit, quand vous regardez... Alors, il faut connaître un petit peu Deleuze, hein, sur sa façon de jouer avec les concepts, d'inventer des choses. Il dit, quand vous regardez une abeille butiner une fleur, il y a toujours un devenir fleur de l'abeille, un devenir abeille de la fleur. Tu vois la profondeur du truc. Je comprends. Et là, je me suis dit, mais je l'ai, ma réponse. Il doit toujours y avoir un devenir athlète de l'entraîneur et un devenir entraîneur de l'athlète. Mais quand on met ça sur la table, t'imagines la puissance que ça représente? Grattons ça, les amis. Ah ouais. Les entraîneurs, réfléchissez à ça. N'ayez pas peur de ça. Et donc, quand je dis être en adéquation entre ce que je suis et ce que je fais, ce que je suis,
Et ce que j'ai remarqué, et de manière incroyable, c'est que les grands champions sont des êtres vulnérables. Ce sont des êtres fragiles. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est parce qu'ils sont comme ça qu'ils deviennent ce qu'ils sont, que ce désir-là naît quelque part. Et donc moi, je trouve ça passionnant, à condition de savoir de quoi on parle, quoi. Ouais, je trouve ça très intéressant. Je ne sais plus qui me disait ça dans une émission, mais le champion, finalement, il a trouvé un équilibre dans son déséquilibre. Mais ça reste quand même quelqu'un, fondamentalement, entre guillemets, hein, sans notion péjorative, mais déséquilibré. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis sur cette fragilité. Oui. Fragilité, pas forcément égale déséquilibre. Oui, je suis d'accord. Et ça nous constitue tous, la fragilité. Totalement. Le jour où quelqu'un n'est plus vulnérable, il est inhumain. Ça fait Trump. Hein. Voilà. Ça nous fait un monde tel qu'on peut le vivre aujourd'hui, qui doit nous interroger quand même. Bon. Et il faut accepter ça, quoi. Et l'entraîneur qui n'accepte pas sa vulnérabilité, qui n'accepte pas sa fragilité, va lutter pour devenir toujours celui qui le solide. Et un jour, il craque, aussi, comme tout le monde. Donc, il faut qu'on s'interroge sur tout ça. C'est-à-dire, la santé mentale, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Essayons de la concevoir d'un point de vue de la relation à la performance, de ce que c'est que d'accompagner quelqu'un qui a ce désir profond de devenir toujours meilleur chaque jour. Ouais. J'aime bien la conception de Jung avec la part d'ombre sur laquelle il faut travailler, pas forcément combattre, mais sur laquelle il faut travailler et avoir connaissance pour avancer. Et j'ai une vision de l'entraîneur qui... Alors, c'est un concept qui n'est pas encore finalisé, sur lequel je travaille, mais l'entraîneur serait en fait une personne qui tient une lumière derrière le sportif, pour éclairer donc l'ombre projetée sur un mur ou sur un objet, en disant, voilà, ça tu ne le connais pas de toi, si tu vas là-dedans, tu pourras sortir grandi. Et ça, bien évidemment, ça se fait par l'échange avec le sportif, avec des expériences qu'on va lui permettre de vivre, que ce soit à l'entraînement, en compétition, sur des déplacements, sur plein de choses. Et en fait, de se dire, nous, on n'est pas là pour être dans la lumière, mais pour utiliser notre lumière qui va rayonner sur l'athlète, afin qu'il puisse lui-même se découvrir et découvrir cette part d'ombre, parce que c'est facile de rester avec la lumière face à soi et l'ombre derrière, mais c'est bien de changer un peu d'angle de vue. Enfin, moi, ce que je retiens de Jung, c'est ce qu'il appelle le soi. Oui. C'est-à-dire cette non-conscience de ce que l'on est profondément, qui se révèle par ce qu'il appelle des synchronicités. Alors, c'est quoi une synchronicité ? C'est quelque chose qui, d'un seul coup, arrive et qui fait sens à la fois d'un point de vue de l'intelligence et d'un point de vue de l'émotion. Et en ce moment, je suis les travaux d'un physicien de très haut niveau qui s'appelle Philippe, j'ai oublié son nom, il m'excusera. Cheveux longs. Oui. Guillemont. J'ai pas son nom non plus. Je crois que c'est Philippe Guillemont. Qui travaille et qui dit que maintenant, toutes les découvertes physiques sur la physique, et en particulier sur la physique quantique, sont en train de valider toutes ces notions que Jung avait découvertes. Donc, par exemple, le temps n'existe pas, le futur n'existe pas, il est déjà écrit. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'il est déjà écrit, qu'il va se passer comme il est écrit. Ça veut dire qu'on a aussi notre libre arbitre. C'est Philippe Guillemont. C'est passionnant. Franchement, alors, quelquefois, c'est un peu chaud. Hein. Dès que ça touche la physique quantique, de toute façon. Oui, mais en même temps, moi, je réagis toujours un peu comme ça. C'est-à-dire que je questionne des choses et d'un seul coup, tiens,
y a quelque chose qui émerge là. Il me dit des choses, ça intéresse ce qu'il raconte. Et donc, je vais un peu creuser. Je vais essayer de savoir ce que ça veut dire. Ce que c'est que les vibrations. Et c'est incroyable, quoi. Bon, voilà comment je fonctionne, en fait. C'est-à-dire que... Mais j'ai envie de dire que les réponses non définitives que j'ai trouvées aux questionnements que je posais, c'est chez les philosophes que j'ai trouvées, je sais pas, c'est les scientifiques. Ouais, je vois. Faudrait que tu discutes avec Fabrice Pellerin, que tu dois connaître normalement. Ah ben Fabrice, je connais bien. Hein. J'ai eu des discussions et maintenant, à chaque fois que je passe dans le sud-est, on mange ensemble. Ah ouais. Et parce qu'on avait tourné un épisode avec lui et je ne le connaissais pas du tout. Ah ouais. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible à la philosophie, à la musique. Et on commence à parler de natation et je lui pose une question, enfin, je lui fais une remarque ou une réponse de profane absolu. Et je lui dis, mais la natation, c'est chiant. On voit des corps défilés, on voit des corps défilés. Et il me dit, non, c'est pas ça. Alors il commence à m'expliquer les variations. Je dis, ok. Et je dis, mais bon, après, c'était un peu dans un état méditatif, j'ai l'impression, parce que on est dans le calme absolu sous l'eau, tout ça. Moi, j'ai jamais fait trop de natation, j'ai fait beaucoup de plongée sous-marine. Donc, dans ma tête, la natation, c'est le calme. Ça, ouais. Il me dit, mais non, c'est un vacarme absolu. Ah, Et on part sur une discussion entre musicalité, travail de vibration et ondulatoire, la natation, le sport, la paire. Et je sors de l'émission, je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Là, ça m'a dépassé, il y a un truc de fou à creuser, mais j'ai pas tout compris. Et là, ça me fait un peu le même effet où je comprends qu'il y a des systèmes, des conceptions. Et là, tu dis, mince, là, il va falloir que je creuse parce qu'il y a des choses à aller chercher, quoi. Donc, Fabrice, il fait partie de ces entraîneurs qui ont été un peu rejetés. Et lui-même a rejeté un peu le milieu dans lequel il est. Bon, puis, tout ce qui s'est passé avec Camille, avec Yannick, tout ça, c'est quand même... c'est pas simple. Hein, on se fait un mot de temps en temps, mais... À un moment, j'avais eu l'espoir, Régis avait eu peut-être la possibilité d'aller à Nice. Et je m'étais dit, oh, c'est génial, parce que du coup, la rencontre. J'ai retrouvé Fabrice, ça va être bien. Ouais. Et il a fait de la kinésiologie, lui. Justement, il allait chercher des réponses dans d'autres sciences. Fabrice, il est un peu comme moi, il est introverti. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va crier partout sur les toits, les machins et tout. Il réfléchit beaucoup. Il est un peu, apparemment, en difficulté en ce moment. Je sais pas pourquoi, avec les résultats, mais c'est pas son souci. Lui, il travaille, il essaie de comprendre les choses. Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vraiment. Ouais, j'apprécie énormément Fabrice. Il le sait et je le redis. Et il m'a amené vraiment pas une confirmation, mais je cherche. Intuition. En fait, il y a des intuitions que j'ai depuis que je suis même sportif. Et en discutant avec lui, je me dis, ok, en fait, je suis pas, en tout cas j'espère, je ne suis pas fou. Et ce qu'on m'a enseigné à la fac, donc les sciences, la physiologie, la biomécanique, c'est bien dans un certain contexte. Et ce qu'on nous a jamais appris, en tout cas moi, je fais pas de généralité sur ces formations-là, c'est comment exprimer. On va parler je vais dire le terme performance, c'est celui que j'ai en tête. Comment exprimer cette performance dans ce contexte et comment est-ce qu'on fait pour qu'un sportif puisse finalement s'exprimer correctement? Parce qu'on connaît tous un champion de l'entraînement qui, le jour de la compétition, disparaît. C'est peut-être parce qu'on lui a pas donné les bonnes flèches pour tirer avec son arc au bon moment. Moi, je pense que c'est surtout parce qu'on l'a formé à une conception de la performance qui n'est pas juste. Qui ne lui convient pas. C'est-à-dire que si l'entraînement, ça n'est... Alors, je dis pas qu'il faut pas répéter. Mais si ça n'est que de la répétition, c'est-à-dire que si on le confronte pas aux problématiques qu'il va rencontrer en compétition, eh bien, forcément, à un moment donné, ça fonctionne pas. C'est obligé. Ouais. Et donc,
Et donc, il peut faire tout ce qu'il veut à l'entraînement, être très bon. À la fin, c'est pas ça qui va lui permettre de régler le problème, d'un seul coup d'arriver à la 4 devant 15 000 spectateurs en finale olympique. Ouais. Et tu te dis, qu'est-ce que... Faut le faire, hein, quand même. Ouais. Donc, si t'as pas été... les chemins sont tortueux, hein, quelquefois, pour y arriver. Hein. Mais c'est possible. Et là aussi, hein, je crois que tout le monde a du talent. Ça, je suis convaincu que n'importe qui, tout le monde sur cette terre a du talent. Il suffit de trouver l'environnement, les moyens, d'un seul coup, qu'ils puissent l'exprimer. Et ça peut faire des génies. Mais on enferme les gens dans des cases. Mais pour revenir à la natation, on a eu un petit nageur sympa là à Paris. Pas trop mal. Aux Jeux Olympiques. Dont j'ai eu le père en équipe de France, hein, qui était vice-champion du monde en équipe de France quand j'en ai été le directeur. Et évidemment, je l'ai regardé à la télé, hein, parce que j'ai regardé les Jeux à la télé. Et j'ai lu ses interviews, j'ai lu ce qu'il raconte. Et il dit quelque chose que je pense n'avoir jamais entendu sur ce sport, à part une fois où j'avais interrogé à Monaco Gennady Touretski, qui était l'entraîneur de Popov, qui était un Russe et qui réfléchissait au problème. Il buvait beaucoup de cognac et les interviews, ça pouvait être compliqué à tenir sur la durée. Et en fait... un jour, on est à l'échauffement dans une compétition internationale, et j'ai un des coachs qui vient me voir, me dit « Claude, regarde un peu ce que fait Popov. » Alors nous, de manière classique, de manière très cartésienne, les nageurs sont sur les plots à l'échauffement, ils font des 25, on prend le temps, oui, t'es bien, fais attention à ci, fais attention à ça. Comme si ce qui se passait là allait être reproductible. Mais bon, si on y croit, on y croit. Ouais. Et puis, je vais voir le fameux Popov s'échauffer. Et franchement, il fait de la natation artistique, quoi. Il fait des trucs dans l'eau, de machin qui ressemblent à rien. Et je me dis, qu'est-ce que... Et le mec, il est champion du monde du 50, champion du monde du 100, il a un record du monde du 100 mètres. Je dis, il faudrait quand même qu'on interroge un peu cette histoire-là, quand même. Il s'amuse. Et donc, je demande à Touretski de pouvoir le rencontrer. Et il m'invite à Monaco, parce qu'il y avait une étape du Mare Nostrum à Monaco. Et donc, j'arrive à Monaco, et dans un hôtel, un super hôtel. Et on discute. Alors, évidemment, c'était pas du coca ni de l'eau, hein. Pardon pour la pub. Et je me dis que je vais devoir y passer, quoi, pour créer le contact. Bon. Et il me raconte des histoires de folie sur les échauffements. Et il me dit un mot, pas 50 000. Et il me dit, Claude, le jour où les nageurs ont compris que ce qu'ils font, c'est essentiel, c'est la relation qu'ils ont avec l'eau. Ils ont tout compris. Et du coup, je dis, mais voilà ce qu'il faisait. Il s'échauffait dans sa relation avec l'eau. Il faisait des trucs. Sentir l'appui, voir comment son corps se déplaçait. Et il était en permanence dans cette relation-là. Et après, c'est tellement évident. Quand tu es dans ce milieu, si pour peu que tu sois pas nageur comme moi, tu vois ce que c'est que la relation avec l'eau. Hein. Et si tu l'as pas, bah, l'eau te rappelle à elle, hein, plutôt vers la profondeur de l'eau. Et donc, pour revenir à Léon exprime ça d'une manière incroyable. Quand on interroge sur ses coulées, par exemple, et qu'il dit un truc, il dit, mais moi, quand je suis dans mes coulées, je ferme les yeux, et c'est la densité de l'eau qui m'indique où je suis.
Ouais. C'est qu'il ressent vraiment. C'est incroyable. Ça nous fait pas réfléchir, les collègues, là? Tout ça? Ça nous fait pas réfléchir philosophiquement ce qu'est la performance? C'est pas de l'intelligence, ça? C'est pas... Ouais. Et bon, il fait juste 4 médailles d'or au jeu, hein. Phelps, ça fait mieux. Je plaisante. Non, mais... Ouais, non, c'est hallucinant. Mais oui, je comprends. Enfin, moi, je trouve ça... Enfin, ça me fait plaisir, quoi. De trucs en disant, voilà... les histoires de force ou ce que vous voulez, les machins, les trucs. Allez-y, les data, les gars. Il n'y a pas de problème. Jamais vous remplacerez ça. Ah, ou alors, vous construisez un robot qui nage vite. Ça, OK. Bon, mais ça, c'est pas mon sujet. Là, on a un être humain devant nous qui voulait pas faire de natation, etc., qui a une histoire, un vécu, qui décide de partir aux États-Unis pour aller s'entraîner avec l'entraîneur de Phelps. Yannick l'avait fait avant, ça n'avait pas forcément fonctionné. Mais lui, il y a quelque chose qui... Voilà. Et je crois qu'il a construit son propre système de repères. Et justement, nous, en tant qu'entraîneurs, d'après toi, quel est un peu notre rôle là-dedans? Est-ce qu'on est là pour, je vais utiliser le terme influencer, mais orienter un sportif vers justement trouver sa relation avec son sport? Ou est-ce qu'on est là juste pour faire un tri de ceux qui ont la bonne relation et pas la bonne relation? Ah non, enfin, tu vois, le tri, tu sais ce que ça donne, hein, les tris. Hein. Bon. Ça donne des wagons, on envoie des gens dans certains lieux où ils n'aimeraient pas aller. Donc, non, nous, on n'est pas là pour trier. Je crois que la compétence d'un coach, et plus ça va, plus je pense qu'elle est essentielle, c'est par son expérience d'être en capacité de déceler très vite le désir de celui ou celle qui est devant nous. Dire par quoi il est habité, par quoi il est habité. Est-ce qu'il est en train de jouer quelque chose? Ou est-ce que c'est profondément ce qu'il est en train de mettre en œuvre? C'est un masque, c'est pas un masque. Ouais, je vois. Oui, il n'est pas discipliné. Oui, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui... C'est ça qui l'habite. Qui le mobilise, quoi. Et je crois que la vraie expérience d'un coach, à force d'observer, à force de rencontrer des gens, ça va être de développer cette compétence. Et les vrais coachs, ils sentent ça très vite. Alors tu vois bien la différence qu'il y a entre ça et ces fameuses opérations de détection. Ah ouais, carrément. Que j'ai foutu en l'air à la Fédé. Moi, j'ai annulé toutes les opérations de détection. Ça m'intéressait pas. Et justement, est-ce que tu penses que un entraîneur peut arriver à détecter ça chez des sportifs si lui-même n'a pas fait ce travail sur soi-même pour savoir qui il est et ce qui l'anime lui? Ben non. Et comment on fait alors? Il faut pour se connaître soi-même. Il faut travailler sur soi-même. Ouais. Il faut travailler sur soi-même, d'où on vient, quelles sont nos difficultés, quelles sont nos failles. Il y a des gens dont c'est le métier qui nous permettent de savoir un petit peu qui on est. Il faut les rencontrer si on a besoin. Voilà. En tout cas, il faut pas qu'on soit fermé à la capacité de voir ce qui est devant nous. C'est-à-dire, en fait, il faut pas avoir de filtre. Et ça, c'est le plus compliqué, c'est le plus difficile, parce qu'on est construit comme ça. Avoir cette et je pense que cette capacité d'ouverture sur l'extérieur et sur l'autre, plus on la développe, plus on met de temps à la développer, plus cette compétence devient fine. Enfin, moi aujourd'hui, je rencontre un entraîneur, je rencontre un joueur de foot, je peux te dire très vite, lui, il joue, lui, il est lui-même, lui ou elle. Soit tu as un masque, soit tu n'en as pas. Ouais, je vois. C'est ce travail sur soi-même,
c'est quelque chose qui moi m'habite depuis très longtemps pour comprendre en fait les différentes réactions. On a tous des situations, hein, je pense, je parle de mon exemple, mais tout le monde peut se reconnaître là-dedans. On a tous eu des situations où on a eu des réactions et a posteriori on se dit mais pourquoi cette réaction? Et se dire mais c'était débile d'avoir cette réaction-là, pourquoi est-ce que j'ai dit ça, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Et c'est toujours très intéressant de revenir sur cette situation et d'essayer d'avoir un mode de vie un peu stoïque et se dire ok, je vais essayer de regarder la situation mais de l'angle opposé, puis d'au-dessus, et puis de changer un peu d'angle de vue pour se dire mais ok, là j'ai réagi ça, pourquoi est-ce que ça m'a touché autant? Ah, parce que dans le passé j'avais eu ça, peut-être que j'ai fait un lien. Et est-ce que c'est une bonne situation, une bonne solution pour essayer de se connaître soi-même? Bien sûr. Là, tu dis deux choses importantes. La première, tu dis une chose essentielle, c'est que tu te trompes. C'est très très rare, hein. Je plaisante. Quels sont ceux Bien sûr. Quels sont ceux qui acceptent de dire qu'ils se trompent? Première chose essentielle. Ouais. Et deuxième chose, tu acceptes de te tromper et d'essayer de comprendre pourquoi tu t'es trompé. Et essayer de comprendre pourquoi ça te ramène à toi, à ta vie, à ce que tu as vécu, à tes relations avec des coachs, à tes défaites, à tes humiliations, etc. Et si tu fais ce travail, bah, tu es sur le chemin. Ouais. Parce que, je comprends. Parce que on fait que des erreurs. Hein. Et moi, ces coachs qui sont une espèce de... Alors, avoir une espèce de certitude en termes de posture devant les athlètes, quelquefois, c'est intéressant. Mais s'ils continuent à nous vendre le fait qu'ils sont costauds, qu'eux savent que les autres, c'est des cons, là, je dis, attention, danger. Ouais. Parce qu'en général, c'est pas très loin de ce que tu mets en œuvre dans ta pratique. Quoi. Ouais. Et tu me dis si je me trompe, mais ce genre d'entraîneur, justement, qui a énormément de certitude et peu de remise en question, on en croise quand même beaucoup à haut niveau. Eh oui. Comment ça se fait? Ça prouve que le cerveau est capable de tout. Ouais. Mais moi, j'ai quand même une petite réflexion personnelle là-dessus. C'est-à-dire qu'au-delà de la croyance que ces entraîneurs-là pourraient avoir, que c'est essentiellement eux qui ont créé les conditions que leur athlète devienne le champion qu'il est ou la championne qu'elle est, ils oublient une chose, c'est qu'il y a un être humain devant eux qui, lui, possède des capacités d'adaptation et d'intelligence. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'il croit, lui ou elle développe à un moment donné ses propres stratégies. Ouais. Sinon, tu y arrives. D'où la notion d'accompagnant. D'où la notion. Je comprends mieux. Oui. Tous les meilleurs sportifs que j'ai eu la chance soit d'encadrer, soit de rencontrer, ils ont tous, je suis en train de réfléchir à un contre-exemple, mais je crois que j'en trouve pas, une forme d'intelligence, qu'on va appeler une intelligence émotionnelle, qui est hors du commun. Parce qu'ils vont réussir à ressentir des choses, que ce soit chez eux ou chez l'adversaire, dans des sports de combat par exemple. Ils vont saisir l'instant, ils vont avoir une capacité de compréhension de « Ah ben tiens, là ça le met en difficulté ou pas », parce qu'ils vont sentir des choses. Et nous, en tant qu'entraîneurs, oui, on peut apporter des solutions techniques, tactiques, mais ces sportifs-là, c'est les approprient et arrivent à les utiliser, les ressortir au moment le plus opportun. En tout cas, on l'espère. C'est ce qu'on appelle le développement de leur culture, c'est-à-dire... Ouais, d'accord. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Okay. La capacité à ressentir des choses, ça s'appelle de l'apprentissage, c'est-à-dire que j'apprends de la relation avec l'autre, j'apprends de la relation avec celui qui est devant moi, et je construis petit à petit ma propre histoire par rapport à cette relation. Et donc, quand je rencontre des adversaires différents, ça m'enrichit de
de ce qu'ils m'apprennent. Ouais. Ça, c'est fondamental. Mais pour ça, il faut avoir développé cette capacité, justement, d'accueillir et non pas de repousser. Ouais. Ce que tu me dis, c'est bien, ça me fait comprendre quelque chose qu'on m'explique depuis que je suis gamin. En judo, on a l'habitude de dire qu'il faut accepter de tomber pour faire tomber. Oui. Et je sais que moi, plus jeune, quand je tombais à l'entraînement, hein, c'était un drame dans ma tête. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'était une catastrophe mentalement. Et en fait, oui, effectivement, si j'accepte de tomber, alors on me l'a dit, donc moi, quand je suis devenu entraîneur, je le disais. Et je percevais l'importance, mais je ne comprenais pas totalement. Et là, tu viens de verbaliser, en tout cas, une sensation que j'avais. De dire, effectivement, en fait, quand on tombe, on apprend. On enregistre des informations pour potentiellement essayer de ne pas tomber la prochaine fois de la même façon. Ok, ben, là, tu m'as éclairé sur ça. Mais tu vois, cette notion-là, ce mot-là, est fondamental. Relation. Je suis toujours en relation. Individuellement, je suis en relation avec moi-même, mais avec la situation, etc. Mais je suis en relation. Collectivement, je suis en relation avec mes coéquipiers, je suis en relation avec ce qui se joue d'un point de vue de l'adversaire. C'est-à-dire, j'intègre dans un système une complexité sans nom des choses qu'on ne peut même pas verbaliser. Ouais, je comprends. Et cette capacité-là, quelquefois, elle se développe bien au-delà de ce que l'entraîneur croit. Et comme par hasard, c'est ceux-là qui deviennent les meilleurs. Ouais. Et on dit, ah là là, quel talent. Bah oui, mais réfléchissons un peu comment ils les ont développés. Hein, ouais. Avant de commencer l'émission, il y a un peu plus d'un an et demi, un an, j'avais en tête que les meilleurs entraîneurs, c'était les meilleurs techniciens, tacticiens, stratèges, meneurs d'hommes. Et aujourd'hui, après quasiment 50 rencontres, en fait, je me dis, bah non. Parce que souvent, même les meilleurs entraîneurs que j'ai rencontrés, ils se définissent eux-mêmes comme de mauvais tacticiens, mauvais techniciens. Mais ils ont développé des qualités humaines, donc un sens de l'observation, un relationnel, plein de choses, qui fait qu'ils arrivent à apporter les solutions aux sportifs, mais pas de manière technique, mais de manière justement presque spirituelle, j'ai l'impression. Donc ça rejoint vraiment ce que tu dis. Et je commence à comprendre certains passages. Donc je trouve ça très, très, très intéressant. La rencontre, c'est fondamental. Ouais. Il n'y a pas de vie sans rencontre. Cyrulnik le dit, hein, l'être humain n'existe pas s'il n'est pas en relation. Ça n'existe pas. Des enfants qui sont séparés de leur mère finissent par dépérir. Ouais. Ok, donc très intéressant. Et justement, comment est-ce que tu expliques qu'on soit sorti de ces relations-là et qu'aujourd'hui, un athlète devient un peu un robot? Est-ce que c'est l'effet de la technologie? Est-ce que c'est l'apport de la science dans... Moi, je crois pas encore. Pas encore. Ouais. Je crois qu'on n'a pas franchi le cap des athlètes robots. Ok. Moi, je suis optimiste sur la capacité d'inventivité. Et dire, les meilleurs sont les plus intelligents en situation. Avec des formes différentes. Hein. Ouais. Tu prends Federer, Nadal, Djoko, c'est pas les mêmes. Ce qui les caractérise, c'est ce qu'ils sont et ce qu'ils mettent en œuvre pour être intelligents par rapport aux problèmes posés par l'adversaire. Et c'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de modèle. Ouais. Et ce mot que j'ai peut-être pas utilisé depuis tout à l'heure, qui moi, est au centre de beaucoup de choses, c'est la singularité. C'est-à-dire, on est des milliards d'habitants sur cette planète, il n'y en a pas un qui se ressemble. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Et nous, on voudrait faire en sorte que tout, globalement, soit connu et que ça intègre la connaissance sur la performance. Et c'est parce que l'inconnu fait peur à l'humain. Ben oui, sans doute, oui. Oui. Mais justement. Donc mettre des datas, ça rassure. Ben voilà. Oui.
Encore une fois, je dis pas que les datas, ça peut pas être utile, j'en sais rien. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est ce que dit Jean-Michel Besnier, là. C'est qu'en fait, est-ce que ce sont pas les premiers pas vers justement le post-humain, c'est-à-dire vers ce qui va créer les conditions qu'à toujours vouloir devenir meilleur, on finit par en arriver à la technologie d'une puce dans le cerveau, enfin, etc., etc. Ouais. Ou au dopage. Et là, le dopage, c'est déjà ça. Enfin, et donc là, c'est fini, quoi. Je veux dire, on passe à autre chose. Je vais te poser une question pour avoir ton avis. À quoi ça sert les Jeux Olympiques ? À quoi ça sert ? Parce qu'on a quand même des centaines de milliers de personnes dans ce monde qui travaillent au quotidien pour essayer d'avoir ces médailles-là. Vraiment ton avis sur justement l'utilité et l'importance peut-être des Jeux Olympiques. Elle n'était pas prévue, ça là. Non, il n'y en a aucune. Je sais. Donc, non, elle est intéressante. Bon, après, est-ce que c'est aussi simple que ça de dire à quoi ça sert ? Pourquoi c'est, quoi, en fait ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça crée ? Quels sont les problèmes aujourd'hui que ça peut créer ? Enfin, moi, j'ai vécu les Jeux Olympiques, j'en ai vécu dans ma chair. J'en ai vécu de 92 jusqu'à 2012. J'ai tous fait. Alors, pour répondre de manière simple, à quoi ça sert ? Ça paraît bête et idiot, mais ça sert à réunir la jeunesse du monde entier. C'est-à-dire que c'est le seul moment au monde dans les compétitions où les athlètes sont protégés dans un village. On n'a pas le droit d'y rentrer. La presse n'a pas le droit d'y rentrer. C'est le lieu de rencontre parfait. Tu es jeune athlète, tu vas aller au resto et tu peux t'asseoir à côté et discuter avec Federer ou avec n'importe qui. Bien sûr. Un gamin venu de nulle part qui t'explique son histoire. Et donc, à quoi ça sert ? Peut-être à révéler, peut-être encore, ce que peut être notre humanité, ce que peut être cette idée que l'ensemble des athlètes du monde entier peuvent partager une passion commune. Ça, au-delà du résultat. Au-delà du résultat. Je comprends. Je crois que ça, c'est fort, quoi. À l'instant où tout le monde se fout sur la gueule, où tout devient... Je discutais hier avec un joueur qu'importe, d'équipe professionnelle de football, qui venait de perdre un match, et je tombe sur les réseaux sur l'interview d'un supporter qui utilise des mots, mais c'est immonde. C'est immonde. Au su de tout le monde, je sais même pas si... pour moi, ça fait objet d'une plainte. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Qu'est-ce qui fait que cette activité, qui peut être si spirituelle, je vais dire le mot, qui devrait réunir les gens, créer les conditions qu'ils deviennent fous ? J'ai vécu, moi, ce moment avec Régis à Lorient. C'est-à-dire, à un moment donné, il est devenu, en 2 matchs, la tête de turc de ce qu'on appelle les ultras. Et le dernier match qui avait lieu à Lorient, au Moussoir, on a été obligé d'être protégé par les CRS pour arriver au stade. Notre bus a été arrêté par une voiture et pour
insulté Régis dans le bus. On est arrivé, il y avait de la violence partout. Ils avaient commencé à arracher les grilles qui nous protégeaient. Ils nous ont poursuivis pratiquement dans les vestiaires. On n'a pu quitter le stade que sous la protection policière. Lorient. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Et d'après toi, ça vient d'où? D'abord, je pense que il exprimait quelque chose qui en soi est juste, ce supporter. Évidemment, la forme est... Mais il disait, vous vous rendez compte, lui, il est venu de Mulhouse. Il a fait 600 km pour voir ce match. Moi, combien de personnes sont au RSA qui font des économies pour venir voir les matchs? Et il disait, vous avez vu le comportement des joueurs sur le terrain? On ne sentait pas la volonté de... Et cette espèce de... En fait, ça crée les conditions d'une espèce de symbolique, comme si les joueurs de foot devaient être les symboles de quelque chose de parfait, qui les ramène à leur propre existence, quoi. Et je crois que ce décalage-là, entre des gens qui gagnent beaucoup d'argent et des gens qui sont là pour... parce qu'ils aiment ça, être ensemble, vivre ensemble des émotions, mais que ça génère de la violence à ce point-là, ça, j'ai du mal à le comprendre. Parce qu'on ne le voit pas dans le rugby, par exemple. Ouais. Est-ce que parce que le comportement des joueurs en rugby, par la discipline elle-même, ils vont devoir être plus engagés, même physiquement? Sans doute. Et puis, il y a des décisions que la Ligue professionnelle de rugby a prises. Tout à fait. Par exemple, le salary cap. Un club n'a pas le droit de dépenser plus de X millions d'euros de masse salariale dans son club. Bon, quelquefois, ce chiffre, c'est ce que gagne un joueur de foot en un mois. Donc, cette espèce de... Alors moi, je ne vais pas leur reprocher de gagner les gens, ce n'est pas le sujet, on n'est pas là. Bien sûr, bien sûr. On essaie de comprendre ce qui se passe socialement dans cette relation que des gens qui, quelquefois, font d'énormes sacrifices pour venir au foot peuvent ressentir quand ils n'ont pas... Eux, ils se battent au quotidien pour exister, faire vivre leur famille, etc. Et voir que des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur le terrain, ils ne mettent pas cette même volonté d'y parvenir ensemble. Ça n'excuse rien, hein, encore une fois. Rien n'excusera jamais la violence. Mais on peut essayer de comprendre un certain nombre de choses dans ce qui est exprimé. Ok. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels tu voulais partager, échanger aujourd'hui? Des choses qui te tiennent à cœur? On a fait un peu le tour. On a parlé de pas mal de choses. Mais il y en a plein. Mais, voilà. C'est long, une vie. Hein. Donc, je te proposerai un projet en off. Je te proposerai quelque chose en off. Je vais te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser à la fin des entretiens. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? C'est un entraîneur qui est sur le chemin de plus en plus affiné de la connaissance de soi. Est-ce qu'il y a des formations et des lectures que tu conseilles aux gens qui nous écoutent? La seule chose que je peux conseiller, qui pour moi est fondamentale, je croyais qu'elle était évidente, et en fait elle ne l'est pas, c'est interroger, comme tu l'as fait tout à l'heure, sur dire, bah tiens, j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça? Interroger sa pratique. Qu'est-ce que ça génère comme questionnement, ce que je suis en train de mettre en œuvre? Prendre de la hauteur, questionner
s'ouvrir aux autres. À ce moment-là, quand cette curiosité-là est exercée régulièrement et développée, à ce moment-là, les lectures vont aller d'elles-mêmes. Alors, les réseaux sociaux ont aussi cette qualité-là. C'est qu'aujourd'hui, tu peux taper un truc et tu vas avoir des gens qui vont te parler de quelque chose. Et si ça correspond à ton questionnement, ça va t'enrichir. Et tu vas cheminer. Voilà. Pourquoi un moment pour moi... là, en ce moment, je suis en train de lire un livre... les cours de Gilles Deleuze étaient à peine enregistrés. Il y en a très peu qui ont été enregistrés. Et là, il y a 2 livres qui sont sortis qui essaient de résumer un petit peu ces cours qu'il donnait à Vincennes dans un préfabriqué. Il avait comme principe que ces cours étaient ouverts et il y avait là, dans la salle, des universitaires, des médecins, des ouvriers qui étaient là et qui écoutaient ces cours. Et donc, questionner et interroger. Et quelque chose va naître. Je vais te poser une question, ça fait longtemps que je ne t'ai pas posée à la fin. Mais je suis curieux d'avoir ta réponse. Qu'est-ce que tu considères comme ton plus grand échec ? Je sais, elle est difficile, celle-là. Non, faut que je réfléchisse. Parce qu'il y en a eu beaucoup, donc... parce que sans échec, t'avances pas. Hein. C'est complexe parce que si je suis cohérent avec tout ce que je viens de dire, cette notion d'échec, elle peut être à la fois dans ta propre vie et puis au niveau sportif, ça c'est facile en fait. Je sais quel est l'échec que j'ai le plus mal vécu. Je peux le dire. J'ai fait une émission spéciale, l'équipe Explore là-dessus. Je rêve encore quelquefois que ça arrive pas, mais c'est arrivé. Bon, c'est l'échec du 4x100, du 4x100 nage libre à Pékin, alors qu'on bat le record du monde de 4 secondes et qu'on perd à la fin de 8 centièmes de seconde. Mais est-ce que c'est un échec ? C'est ça qui est incroyable. On finit second derrière les Américains qui ont perdu que 3 fois le 4x100 dans l'histoire des Jeux Olympiques. Mais je l'ai ressenti comme ça. Parce que... Enfin... On devait le gagner, ce relais. Voilà. Bon. En plus, il y a une polémique derrière. Enfin, bon... Tout ce que j'aime pas. Mais ils ont gagné 4 ans après. Donc un échec, ça sert toujours à quelque chose. Et je l'ai ressenti très, très, très fortement parce que ça aurait été peut-être le point culminant de tout, quoi. C'est-à-dire, c'était mes derniers jeux, je le savais. Des médailles olympiques à n'en plus finir pendant toutes ces années. Et finir par un titre au 4x100. C'est une sorte d'apothéose. Ça aurait été... Mais en même temps, Alain est champion olympique du 100 libre 2 jours après, quoi. Bon. Voilà, sportivement, c'est ça, quoi. Ok. Après, c'est plus intime. On te les laisse. Je te laisse le mot de la fin. Merci à toi. Merci pour ce que tu engages. Finalement, tout ce qu'on s'est dit depuis le début, il y a un mot qui me vient, c'est entreprendre. Si j'entreprends pas l'histoire de ma vie, je la vis pas. Si j'entreprends pas quelque chose qui correspond à mes désirs, eh bien, je ne vis pas. Et donc, je vois que tu entreprends. Alors, merci de m'avoir associé
C'est avec plaisir. À cette volonté d'entreprendre. Et puis, je te souhaite de bien continuer à développer ton désir de devenir chaque jour un meilleur intervieweur. Ouais, il y a du boulot. Merci beaucoup, Claude. Merci à toi. C'était un beau moment. Ça y est, l'épisode est terminé. J'espère que ça t'a fait réfléchir autant que moi. J'ai vraiment adoré cet épisode. Donc si jamais c'est le cas pour toi aussi, n'hésite pas à le partager à 2 amis, à commenter si tu as des questions ou des réflexions à nous faire part, et à liker, bien évidemment, ça nous aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec enfin une femme, Anne-Laure Morini, et on va parler préparation physique et sport santé. Salut!